Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Casa Árabe. Sí, siempre es un placer presentar un libro que ha sido publicado hace poco. Lo es mucho más y es un grandísimo honor para nosotros hoy presentar la obra de uno de los grandes escritores de plumas contemporáneas, como es Amin Maalouf. Y yo creo que es uno de también de los intelectuales más lúcidos de nuestros tiempos. Amin Maalouf nos ha honrado ya con su presencia en esta casa. Vous avez été déjà deux fois, c'est la troisième, ¿no? Au moins deux fois, oui. Por lo menos dice 3 veces, es la tercera vez que nos honra con su visita y esperamos que sean muchas más, que siga publicando y que venga por aquí a la que es su casa, Casa Árabe. Desde luego nunca mejor representada que por Amin Maalouf. Esperamos que nos honre con su presencia muchas veces más. No voy a entrar, no han venido a verme a mí, desde luego, y no voy a entrar en el contenido del libro, simplemente recomendárselo muchísimo. Es un libro de una lucidez, como decía, extraordinaria. Yo creo que es incontestable en cuanto a el discurso y los hechos que presenta. Las conclusiones, naturalmente, pueden compartirlas o no, pero en todo caso es un libro que seguro que les va a interesar, un ensayo sobre el mundo contemporáneo muy especialmente interesante. Les animo, pues, a comprar El naufragio de civilizaciones y, desde luego, les animo a leer la obra de Amin Maalouf, porque toda ella es muy interesante, como saben ustedes, que seguro que han leído otras de sus obras. Sin más, cedo la palabra a Guillermo Altares, periodista a quien todos ustedes conocen. Guillermo, tienes la palabra. Hay cascos para aquellos, pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, il y a des casquettes à l'extérieur que vous pouvez avoir parce qu'il y a des traductions simultanées. Sí. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, el formato será una entrevista, el diálogo tendrá lugar en francés, porque es mucho más fácil que sea todo en un mismo idioma, y nada, haré una introducción rapidísima que no necesita, porque ustedes han venido a escuchar a Amin Maalouf. Yo creo que casi todos los que están aquí o conocen sus ensayos, o conocen sus novelas, o conocen las dos cosas. Yo lo descubrí hace muchísimos años por un librero en la librería Antonio Machado que me dijo: llévate este libro que se llama Samarcanda, y desde entonces creo que he leído todos los libros de Maalouf que han pasado por mis manos: León el africano, Las cruzadas vistas por los árabes, Identidades asesinas, o la misma Samarcanda. Este libro que presentamos hoy, El naufragio de las civilizaciones, publicado en Alianza Editorial, es una maravilla, ¿no? Realmente hay veces en que uno se pregunta si es un ensayo o es en realidad el ensayo de un gran narrador, porque tiene, por ejemplo, unas descripciones sobre las que le preguntaré del mundo árabe en los años 50 y 60, de un mundo ya desaparecido, absolutamente emocionante. Y nada, después de la conversación firmará ejemplares, no los firmará en esta sala, sino... ¿Dónde es? ¿En la sala de al lado? En la sala... Perdón. Aquí hay 2 salas de exposiciones, en la más lejana, digamos, a esta. Sí, para que pueda estar en una mesa es más cómodo que estar aquí y firmará todo lo que haga falta, pero de verdad les recomiendo que lo lean y que les lleve a los anteriores libros de Amin Maalouf. C'est un plaisir de vous avoir ici ce soir à Madrid. Et ma première question, je voudrais vous demander si votre livre n'est pas trop pessimiste. D'abord, merci de votre présence et de votre accueil. C'est toujours un plaisir d'être à la Casa Árabe, et je pense que le mot casa n'est pas usurpé. C'est véritablement pour moi une maison. Chaque fois que je viens à Madrid, je viens ici. Je ne sais pas si c'est 3 ou 4 ou plus, mais en tout cas, j'ai le souvenir de plusieurs visites qui sont toujours fraternelle, toujours chaleureuse, et j'en garde d'excellents souvenirs. Est-ce que ce livre est pessimiste? Je ne le crois pas. Je crois que la mission
de la littérature, c'est d'abord de nous aider à ouvrir les yeux. La deuxième mission, qui est inséparable de la première, c'est de ne pas prêcher le désespoir. Et moi, j'ai essayé dans ce livre de faire exactement cela. Dire que j'étais inquiet de ce qui arrive dans le monde, et en même temps, ne jamais donner l'impression qu'il était trop tard. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour remettre le monde sur les rails. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire ce qui est en train de se délabrer dans le monde. Mais avant même de le construire, je pense qu'il faut prendre conscience de ce qui arrive. Il faut prendre conscience du fait que le monde est en train de dériver dans beaucoup de domaines, que nous sommes dans un monde où il n'y a plus aucune autorité morale, où il n'y a plus véritablement d'ordre mondial qui fonctionne. Vous me direz peut-être qu'il n'y a jamais eu complètement, c'est vrai, mais aujourd'hui c'est plus grave encore. Je pense qu'il y a une sorte de cynisme universel qui est en train de dominer le monde. On pourrait multiplier les exemples, mais je pense que c'est visible à l'œil nu. Il y a un écroulement de la qualité morale des gouvernants, et on n'a pas besoin non plus d'aligner des noms, il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte. Et je pense qu'encore une fois, on a des raisons réelles d'être inquiets, mais jamais de désespoir, parce que le but ultime finalement de toute écriture, c'est d'aboutir à un moment où on va reconstruire, où on va sortir le monde du marasme actuel. Et vous parlez aussi de la manque de leader. Vous disiez qu'il n'y a pas, nous vivons dans un monde où il n'y a pas de leader, mais des leaders, c'est parfois Mandela et des gens qui ont changé pour bien le monde, mais aussi il y a eu beaucoup de leaders, par exemple, dans ce que vous appelez le Levant, qui ont fini par être des dictateurs, des personnages sinistres. Non? Donc parfois, qu'il n'y ait pas des grands dirigeants, c'est négatif, mais c'est aussi positif en quelque sorte. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rechercher des sauveurs pour le monde. Je ne crois pas aux dirigeants providentiels qui va venir nous sauver. Simplement, je crois qu'il y a une exigence de décence chez les dirigeants. Et il y a quelque chose dans le fonctionnement du monde actuel, dans les échanges entre les dirigeants. Pour prendre le tout dernier exemple en date, dans ce qui s'est passé au nord de la Syrie, avec l'attitude américaine d'avoir promis à une population de la protéger, puis se retirer en disant non, finalement les Kurdes n'ont pas participé au débarquement en Normandie, donc on ne va pas les aider. C'est d'une absurdité inqualifiable. Après ça, envoyer une lettre à un chef d'État qu'on peut apprécier ou pas, qu'on peut soutenir ou pas, mais il y a des règles dans les relations entre les dirigeants. Envoyer une lettre à M. Erdogan lui disant « Don't be a fool ». Je pense qu'il y a un écroulement des standards de relations entre les personnes, entre les nations. Je pense qu'il y a quelque chose de malsain qui est en train de se passer dans le monde. Il y a aussi une sorte de cynisme quand le dirigeant d'une nation qui, pendant très longtemps, a dit « nous sommes les défenseurs des droits de l'homme, de la démocratie à travers le monde », présente ouvertement des arguments comme « non, nous n'allons pas intervenir dans telle situation parce que ça nous coûte trop cher », ou bien des choses qui ne sont pas acceptables dans un monde où il règne un minimum de respect des valeurs.
Et avant de continuer avec le pessimisme, je voudrais faire un saut en arrière. Et comme je disais, il y a une partie merveilleuse de votre livre où vous évoquez un Caire qui n'existe pas. Et je voudrais vous poser deux questions qui, je pense, qui peuvent résumer, pour vous faire résumer ce Caire. C'est que, quelle a été la relation de votre famille avec Cavafis? Parce que votre père... C'est curieux parce que vous ne savez pas si votre père l'a connu, en réalité. En fait, Constantin Cavafis, qui est considéré par beaucoup de gens comme le plus grand poète grec moderne, est né à Alexandrie, il est mort à Alexandrie, et mon père ne l'a sûrement pas connu, mais mon grand-père a fréquenté les mêmes bâtiments que lui. Alors, dans mon rêve, j'imagine qu'il a pu le croiser, ou même, comme Cavafis a passé toute sa vie à écrire des poèmes chez lui, dans sa maison, mais dans son bureau, il s'occupait des projets d'irrigation. Et comme mon grand-père était un entrepreneur qui s'est quelquefois occupé de projets d'irrigation, j'imagine qu'un jour, il a pu se pencher au-dessus d'une table, en même temps que Constantin Cavafis, et parler d'un projet quelconque. Mais ça, c'est uniquement le rêve, je n'ai aucune trace de cela. Et ma deuxième question est si vous pouvez expliquer l'origine de la chanson My Way et qu'est-ce que ça signifie. Parce que My Way, on pense en Frank Sinatra, mais en réalité, My Way a à voir avec un Égypte multiculturel où les langues et les peuples se mêlaient qui n'existe plus. Non? C'est vrai que My Way est une traduction d'une chanson de Claude François. Claude François qui est né à Ismaïlia en Égypte, comme beaucoup de chanteurs de sa génération, Guy Béard, Moustaki, Dalida et beaucoup d'autres. Ils ont été extrêmement nombreux dans les années 50, 60 et bien au-delà. Donc la chanson est une chanson de Claude François, traduite en anglais par Paul Anka. Paul Anka qui est un paroliste d'origine syro-libanaise, qui a fait une carrière extraordinaire, Paul Anka. Moi, quand j'étais adolescent, j'écoutais déjà les chansons de Paul Anka. Il continue à écrire et il y a des chansons extrêmement belles qu'il a écrites. Si vous retrouvez une anthologie des chansons écrites et chantées par Paul Anka, il y a des choses merveilleuses bon, tout le monde n'est pas aussi âgé que moi, mais je pense que ça évoque des époques merveilleuses du passé. Donc, My Way, qui est une chanson emblématique de Sinatra, fils d'immigrés italiens, porte en elle toute la diversité de la Méditerranée orientale que j'aime bien appeler le Levant, et que j'appelle constamment dans ce livre le Levant. Je trouve que c'est un mot très évocateur. J'allais vous demander précisément pourquoi vous appelez le mot Levant. Et qu'est-ce que c'est le Levant? Quels pays sont dans le Levant? Si on peut dire des pays, des peuples Je l'appelle le Levant d'abord parce que je n'aime pas les appellations de Proche-Orient, de Moyen-Orient. Je me souviens d'une histoire qu'on m'avait racontée. Il y avait en Inde une figure très connue qui était Krishna Menon, qui a été très proche de Nehru et qui a été, je pense, le premier représentant de l'Inde aux Nations Unies. Et un jour, il y avait une séance autour de la Corée, au Conseil de sécurité, et le représentant des États-Unis parlait du Far East, Far East, Far East, et à un moment donné, Krishna Menon a levé
la main et a dit « May I ask my distinguished friend, far from what ?» et je trouve que c'est quasiment insultant d'appeler une région par la proximité qu'elle a avec une autre région proche, Moyen-Orient. Et cette région du monde, qui est quand même le berceau de tellement de grandes civilisations, a eu des appellations très nombreuses à travers l'histoire. Quand je travaille un peu dans des livres du 19e siècle, les voyageurs, on l'appelait très souvent la Turquie d'Asie, parce que c'était l'Empire ottoman, et que l'Empire ottoman, bien avant l'existence de la République turque, était souvent appelé la Turquie. Et les Ottomans étaient souvent appelés les Turcs dans la littérature du 19e siècle. Et donc, tous ces pays-là, on les appelait la Turquie d'Asie. Une autre appellation très commune depuis très longtemps, c'était, on disait la Terre Sainte. La Terre Sainte, pour les pèlerins venant d'Occident, c'était bien entendu Jérusalem, etc. Mais quand on allait dans cette partie du monde, on disait la Terre Sainte parce que c'était le terme qui englobait tout. Il y a eu beaucoup d'autres appellations, en plus, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et finalement, je trouve que le Levant, c'est très beau parce que ça évoque le soleil qui se lève. Donc c'est vraiment, c'est un terme à la fois poétique et neutre. Et tout ce monde que vous nous avez raconté, le monde de Cavafis, le monde de Claude François, le monde de Polanka, est disparu après la guerre de Suez, non? Quand tous les étrangers ont été expulsés de l'exil, qui a affecté profondément votre famille et en quelque sorte a changé pour toujours l'histoire de l'Égypte et on peut dire en quelque sorte du Moyen-Orient ou du Levant, pardon. C'est vrai que cette Égypte cosmopolite des années 50 jusqu'aux années 50, c'est-à-dire cette Égypte cosmopolite qui a commencé, je dirais, à la fin du 19e siècle et qui a disparu dans les années 50, était un moment extrêmement intense culturellement, mais il y avait aussi des tensions politiques très graves qui ont fini par démolir cette expérience. Moi, ma famille maternelle a vécu en Égypte à cette époque-là. Ma mère est née là-bas. Votre maison est toujours là ou non? En fait, je ne sais pas si ça vous intéresse cette histoire, mais je raconte. La famille de ma mère vient originairement de la ville de Saïda, au sud du Liban. Et ils avaient d'abord émigré vers l'Anatolie. Ils s'étaient installés à Adana. Et puis, à un moment donné, l'Égypte était devenue l'Eldorado de la région. Et on n'imagine pas ce que c'était l'Égypte, la vie en Égypte. Moi, j'ai grandi avec cela. Dans mon village de la montagne libanaise, la moitié des gens avaient passé du temps en Égypte. L'Égypte était le lieu où il fallait aller. Et donc, mon grand-père est allé là-bas. La famille de ma grand-mère est allée là-bas. Ils se sont connus en Égypte. Ma mère et tous ses frères et sœurs sont nés en Égypte. Et mes grands-parents sont tous les deux morts en Égypte, mes grands-parents maternels. L'Égypte était un lieu merveilleux pour les migrants de cette région, parce qu'il n'y avait pas seulement la migration pour travailler, gagner un peu d'argent. Les gens se mêlaient véritablement à la vie culturelle du pays. Les grands journaux d'Égypte, Al-Ahram et d'autres, avaient été fondés par des émigrés libanais. Il y avait des grandes revues, il y avait des auteurs très connus. Il y avait un véritable mouvement culturel. On a parlé de Kadhafi pour la langue grecque, parce qu'il y avait une grande communauté grecque, mais pour la langue arabe, il y avait un énorme mouvement culturel qui s'est développé en Égypte. Le problème, c'est qu'il y avait à côté de cela une situation complètement inique qui était la suivante. Les communautés étrangères avaient des droits exorbitants
Par exemple, si quelqu'un qui était d'origine grecque ou italienne commettait un crime en Égypte, il ne pouvait pas être jugé. En Égypte, il devait être renvoyé simplement chez lui, et après c'est son pays qui décidait s'il allait le juger ou pas. Et ça a provoqué un ressentiment extrêmement fort en Égypte. On a vécu cela dans d'autres pays, notamment en Iran. Le premier événement très grave qui a déclenché la rébellion, avant même la révolution iranienne, la rébellion de Khomeini contre le Shah, c'est quand le Shah avait accepté de faire un accord avec les Américains, disant que le personnel américain qui était en Iran ne pouvait pas être jugé en Iran, quel que soit le crime commis, il devait être renvoyé aux États-Unis. Et ça a créé un ressentiment très fort qui s'est traduit après la Révolution par l'occupation de l'ambassade américaine. Je crois qu'on ne peut pas comprendre pourquoi ils sont allés occuper l'ambassade de cette manière si on ne pense pas à l'immunité qu'avaient les Américains avant la Révolution. Et en Égypte, il y avait quelque chose de similaire. Et donc, il y avait un véritable ressentiment. Et en plus, les Anglais avaient maintenu, à côté du canal de Suez, des troupes, alors que l'Égypte était devenue indépendante, en principe, en 1936. Mais les Anglais avaient dit, nous avons besoin de garder des troupes à côté du canal de Suez parce que la situation mondiale est dangereuse. 1936, il y avait Hitler en Allemagne. 1936, c'était la guerre de Mussolini en Éthiopie. Donc, le gouvernement national égyptien avait dit d'accord, on va laisser les troupes anglaises au canal de Suez. Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants nationalistes modérés égyptiens, je ne sais pas si quelqu'un se souvient encore du nom de Nahas Bacha, mais Nahas Bacha était une figure extrêmement connue, aujourd'hui complètement oubliée, mais extrêmement connue dans le Proche-Orient des années 40 et 50. Il demande aux Britanniques de se retirer en disant, bon, la guerre est finie, vous avez gagné, il n'y a plus d'Hitler, il n'y a plus de Mussolini, vous allez dégager le canal de Suez et nous le donner. Et l'Angleterre a dit non, il n'est pas question, c'est un point stratégique, nous allons le garder. Et quand il y a eu des mouvements contre la présence britannique, il y a même eu des attaques d'un mouvement de guérilla, les Britanniques ont sévi avec beaucoup de violence, notamment contre la police égyptienne. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu plusieurs dizaines de morts. Et cette tension a débouché sur la révolution de 1952. Donc, je raconte cela parce que la révolution de 1952 menée par Nasser était déjà dirigée contre les privilèges des communautés étrangères. Ce que je regrette, c'est qu'on a englobé toutes les communautés étrangères dans cette même attitude en disant, voilà, tous ceux qu'on appelait les égyptianisés ont été poussés vers la sortie, y compris la famille de ma mère. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre eux qui n'avaient connu dans leur existence que l'Égypte, ma mère qui a aujourd'hui presque 98 ans, qui n'a pas mis les pieds en Égypte depuis 1957, parle tous les jours de l'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, elle parle de l'Égypte, de sa vie en Égypte, du bonheur d'avoir vécu en Égypte. Et c'est vrai que tous ceux qui ont quitté l'Égypte ont gardé un souvenir, une nostalgie de ce pays. Et donc, tous ces gens-là sont partis. Et ce microclimat culturel qui avait permis l'éclosion des Cavafis ou de gens comme Moustaki ou Dalida ou autres, ça a disparu dès ce temps-là. Pardon pour cette longue réponse, mais... Et votre mère a mis une condition à la personne à laquelle a vendu sa maison familiale, qui était un militaire. Et je voudrais demander quelles étaient ces conditions et si cette condition est toujours respectée. Ma grand-mère maternelle
avait une dévotion pour Sainte Thérèse. Et elle avait fait venir d'Italie une statue de Sainte Thérèse. Et quand mon grand-père a fait construire un immeuble à Héliopolis pour la famille, et donc la famille habitait dans un des étages et puis il y avait des autres qui étaient loués, elle a installé la statue de Sainte Thérèse sur le fronton de l'immeuble. Quand mon grand-père est mort et que ma grand-mère a dû vendre les propriétés de la famille, il y a un officier égyptien qui est venu et il lui a demandé à acheter la maison. Et ma grand-mère lui a dit, je vous vends la maison, mais vous n'enlevez pas la statue de Sainte Thérèse. Il a dit promis. Et figurez-vous que 60 ans après, une de mes cousines est allée au Caire, elle a retrouvé l'immeuble et effectivement, il n'a jamais enlevé la statue de Sainte Thérèse, elle est toujours dans une petite niche au-dessus de la porte. Et avant de vous redemander sur la crise que nous vivons, je voudrais encore profiter, puisque vous êtes un gros narrateur, et parce que je vois un gros narrateur oral, vous raconter encore des histoires. Et j'ai découvert dans ce livre que vous étiez là dans deux des moments les plus importants du XXe siècle, je pense. Et vous avez vu le début de la guerre du Liban depuis votre maison. Et j'aimerais que vous nous racontiez cette histoire. Et après, je ne savais pas que vous étiez dans le même avion qui a parti de Paris avec l'Ayatollah Khomeini vers l'Iran de la Révolution. Et avant de vous demander un peu sur d'autres questions de fond, j'aimerais que vous nous racontiez ces deux histoires parce que surtout, je veux les entendre. En fait, j'étais effectivement sur place, mais dans des conditions différentes, puisque dans le premier cas, le cas de la guerre du Liban, c'était le hasard. Le hasard a voulu que cet incident extrêmement grave qui a déclenché la guerre se soit passé sous notre fenêtre. Donc c'était le 13 avril 1975. Je rentrais d'un long voyage en Asie et nous avions loué, André et moi, 4 ans plus tôt, un appartement dans un quartier de Beyrouth qui était un peu moins cher que d'autres, qui s'appelait Ain Romani. Nous avions loué un appartement et le 13 avril, on a entendu un tumulte dans la rue et les gens du quartier commençaient à dire qu'il y avait eu des incidents, etc. Il y a eu quelques coups de feu. Et à un moment donné, nous avons entendu des cris et nous avons regardé par la fenêtre de notre chambre. Il y avait une petite place comme ça, juste un petit rond-point qu'on appelait le rond-point du miroir, le mraïe en arabe. Et il y avait arrêté sur ce rond-point un autobus avec des gens autour. Je me souviens encore, je vois l'image, il y avait dans la porte, dans l'embrasure de la porte de l'autobus, un homme debout en train de discuter avec des gens armés qui étaient autour de l'autobus. Et à un moment donné, il y a des coups de feu qui sont partis. Et donc nous avons caché nos têtes derrière le mur de notre chambre parce qu'il y avait simplement une baie vitrée. Pendant, je dirais, 20 secondes ou 30 secondes, une fusillade nourrie. Et quand ça s'est calmé, nous avons regardé, il y avait une vingtaine de cadavres dans la rue. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai appelé mon père, parce qu'on devait aller déjeuner chez mes parents. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, je crois que la guerre civile a commencé. Et bon, c'est toujours un triste privilège d'assister soi-même, d'être témoin oculaire d'un événement qui bouleverse son propre pays. L'autre événement, ça c'était différent, puisque j'étais journaliste et j'essayais de suivre les événements du monde. Je me suis toujours passionné pour tous les événements du monde. Et là, il y a eu une situation particulière, puisqu'il y avait un soulèvement en Iran
menée par un chef religieux qui à l'époque n'était pas du tout connu, qui s'appelait Khomeini. Il était au début au sud de l'Irak et le Shah avait eu la très mauvaise idée de demander à Saddam Hussein de l'expulser. Tant qu'il était au sud de l'Irak, c'était un phénomène beaucoup plus limité, du moins du point de vue médiatique. Il est sorti, il a été accueilli en France, et là, ça a donné un retentissement incroyable au mouvement. Il s'est installé dans une petite bourgade à côté de Paris qui s'appelait Neauphle-le-Château. Et donc, étant journaliste à l'époque, je suis allé plus d'une fois là-bas. Je l'ai interviewé. Je garde un souvenir de cette interview. Il y avait avec moi, en fait, il y avait sur place un jeune religieux libanais qui s'appelait Moussaoui, qui était avec lui et qui nous a servi d'interprète, parce que Khomeini comprend l'arabe classique, mais pas l'arabe, pas dans une conversation. C'est un peu comme les prêtres qui peuvent connaître le latin, mais qui ne sont pas capables d'avoir une conversation en latin. Donc moi, je posais mes questions en arabe, et lui répondait en persan, et ce jeune religieux traduisait. À un moment donné, je rencontrais les gens qui étaient autour de Khomeini, notamment quelqu'un qui s'appelait Ibrahim Yazdi, qui allait devenir quelque temps après ministre des Affaires étrangères, le premier ministre des Affaires étrangères après la Révolution. Et c'était quelqu'un de brillant d'ailleurs. Et à un moment donné, il m'appelle à la maison, il me dit « Air France nous a affrété un avion pour nous permettre d'aller à Téhéran. » Et ça, c'était le 1er février 1979. « Est-ce que vous voulez venir avec nous ?» J'ai dit oui, bien sûr. Quel journaliste peut ne pas aller dans un voyage historique comme celui-là? Et effectivement, ce jour-là, vers minuit, l'avion a décollé. On était au moins 150 journalistes de tous les pays du monde. Et le souvenir que je garde de ce vol, c'est qu'à un moment donné, il faisait nuit dehors. Je ne sais pas quelle heure il était, parce que l'heure change en fonction des fuseaux horaires, mais en tout cas, c'était la nuit. Et on était debout, il y avait 2 ou 3 journalistes, je crois qu'ils étaient américains, avec un conseiller de Khomeini qui s'appelait Saad Qutbzadeh, qui allait lui aussi devenir ministre des Affaires étrangères quelque temps après. Et un journaliste parmi ce petit groupe demande à Qutbzadeh, est-ce que votre famille est venue avec vous? Il a dit non, 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 l'ayatollah nous a dit de ne pas emmener nos familles avec nous. Il dit mais pourquoi? Parce qu'il pense que l'avion pourrait être abattu. Et ce n'est pas le genre de choses qu'on a envie d'entendre à 30 000 pieds d'altitude. Et j'ai vu les gens autour de moi qui blêmissaient tous. Et il dit, c'est vrai? Il dit oui, il pense qu'il y a au moins 30% de risque que l'avion soit abattu. Et moi, l'idée m'avait déjà traversé l'esprit. Mais bon, quand on l'entend comme ça, c'est quand même inquiétant. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, si l'avion est abattu, il va être abattu à la frontière entre l'Irak et l'Iran. Comme ça, pendant 20 ans, chacun va accuser l'autre. On ne saura jamais la vérité. Et j'ai eu la réaction, je pense, la plus stupide qui soit. Quand on s'est approché de la frontière entre l'Irak et l'Iran, je suis allé à ma place et je me suis endormi. Je me suis réveillé au-dessus de Téhéran quand le risque était déjà passé. Et tout cela s'est passé dans l'année 1979, auquel vous accordez beaucoup d'importance dans votre livre. Vous pouvez nous expliquer pourquoi peut-être l'année cruciale pour le Levant a été 1979? Je ne pense pas seulement pour le Levant. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis depuis toujours
l'actualité vraiment avec passion. Je suis le fils d'un père journaliste qui lui-même suivait avec passion. Et je pense que depuis l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, j'écoute constamment la radio, je lis les journaux, et c'est une passion qui ne s'est jamais démentie jusqu'à aujourd'hui. Je suis passionné par les événements du monde, j'observe le monde en permanence. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai passé en revue les événements que j'ai connus, en essayant de comprendre comment on était arrivé à la situation où nous sommes. Et constamment, il y a une année qui revenait, c'était 78-79. Et j'ai compris que quelque chose s'était produit à ce moment-là. Dans le monde arabo-musulman, il y a eu évidemment la révolution iranienne, il y a eu le début de la guerre d'Afghanistan, il y a eu l'attaque de la Mecque la même année, novembre 79. En Occident, il y a eu en mai 79 l'arrivée au pouvoir de Mme Thatcher, qui est quand même un événement majeur parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la manière de gouverner qui a été inauguré par Mme Thatcher, repris l'année suivante par Ronald Reagan aux États-Unis et qui s'est étendu pour devenir pratiquement la norme de gouvernement dans un très grand pays, dans un très grand nombre de pays à travers le monde. Décembre 78, donc juste avant, Deng Xiaoping prend le pouvoir et commence le décollage de la Chine. Et il y a beaucoup d'autres événements qui font qu'il y a eu un moment crucial qui a changé la donne. Et je pense que nous vivons encore, 40 ans plus tard, dans un monde qui a été forgé par ce moment. Pourquoi ce moment? C'est un peu ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Il y a la phase terminale du monde soviétique que l'on sent et qui joue un rôle dans tous ces événements que j'ai mentionnés. Il y a la crise pétrolière des années 70. Il y a beaucoup de facteurs, mais en tout cas, tout est arrivé à point, en quelque sorte, à la fin des années 70, et le monde a basculé à partir de là. Je dirais que la définition que je donnerais des événements de cette année-là, c'est qu'à partir de cette année-là, le conservatisme a commencé à se présenter comme révolutionnaire, et les tenants traditionnels du progressisme n'ont plus eu d'autre objectif que de préserver les acquis. Et puisqu'on est dans la politique, je voudrais poser 2 ou 3 questions sur de politique. Vous êtes né peu après ou peu avant, je ne me souviens pas, de la mort de Al-Banna. C'est-à-dire cet affrontement entre la laïcité et, soi-disant, les radicalismes religieux n'est jamais fini. Ça continue à être un des grands fléaux du Levant qui a été contagié dans le reste du monde. Non, ça n'a pas beaucoup changé depuis temps. C'est vrai que je suis né moins de 2 semaines après l'assassinat de Hassan al-Banna en Égypte. Le conflit entre les frères musulmans et réformistes et le gouvernement. Oui. Le gouvernement égyptien était déjà très engagé il avait commencé quasiment dans les années 20 et on peut dire que 100 ans plus tard, ce conflit est encore là. À l'époque, il y avait 2 grands mouvements en Égypte qui portaient les couleurs du nationalisme égyptien. Il y avait le mouvement de Hassan al-Banna, les frères musulmans, qui était probablement, d'un point de vue populaire, le plus important.
Et puis il y avait un autre mouvement qui à l'époque était embryonnaire, mais qui allait prendre le dessus au moment de la Révolution, c'est le mouvement des officiers libres, dirigés par Nasser. Et ces deux mouvements n'étaient pas opposés au début. C'est-à-dire une partie de ceux qui ont pris le pouvoir dans la révolution égyptienne de 1952 étaient proches des frères musulmans. Mais il y a eu une véritable lutte pour le pouvoir. Nasser a pris le dessus et il a réprimé les frères musulmans et pendant au moins une vingtaine d'années, le mouvement panarabe de Nasser était le mouvement dominant dans toute cette région du monde, alors que le mouvement islamiste était extrêmement faible politiquement. Et les choses ont changé à partir des années 70. En fait. Mais cette dichotomie, c'est pas seulement l'Égypte, c'est en réalité tout le monde. C'était partout, mais je pense qu'en Égypte, ça a commencé en Égypte. Après, ça s'est étendu à d'autres pays, mais le bras de fer qui s'était passé en Égypte dans les années 50 entre les officiers dirigés par Nasser, les officiers libres et le mouvement des frères musulmans était un conflit très important. Et dans votre livre, vous parlez aussi vous avez identifié un des grands fléaux qui souffre notre monde contemporain, qui est le communautarisme. Vous pensez que c'est un des pires choses qui se passent, qui explique la guerre de Syrie, qui explique tellement de choses? Le communautarisme, c'est surtout à propos du Liban. Bon, le Liban, comme chacun sait, est un pays qui est formé d'un grand nombre de communautés religieuses. Ces communautés ont voulu organiser les rapports entre elles, ce qui était une bonne chose, parce que dans d'autres pays de la région, souvent on néglige l'existence des communautés, on considère qu'elles sont toutes pareilles, toutes identiques, qu'il n'y a pas de nécessité de donner à l'une ou à l'autre une place particulière. Le Liban a eu une attitude différente. Il a voulu reconnaître l'existence des communautés, reconnaître à chacune une place, une part du pouvoir. Le problème, c'est que ça s'est fait à travers un système de quotas qui s'est avéré finalement assez pervers. Le système de quotas qui était censé être provisoire et préparer les esprits au dépassement du communautarisme. Et en réalité, il s'est révélé, il a contribué à approfondir le communautarisme et à lui donner une place centrale aux dépens de l'appartenance à la nation dans son ensemble. Mais ça, on peut dire qu'il y a, je ne sais pas si le mot c'est le communautarisme, mais en tout cas la guerre de Syrie est aussi une guerre entre différentes communautés. On voit maintenant dans le Kurdistan comment on attaque les Kurdes parce qu'ils sont des Kurdes, les Turcs utilisent des milices arabes pour assassiner. Il y a eu vraiment, c'est un fléau qui. Non, vous avez raison de signaler que le communautarisme est très présent dans toute la partie asiatique du monde arabe. Pas du tout dans la partie africaine du monde arabe. Il n'y a pas de véritable communautarisme au Maghreb. Il y a des différences, mais ce n'est pas le même type de communautarisme, alors que le communautarisme est très fort au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen aujourd'hui, en Bahreïn, dans beaucoup de pays de cette région, et on l'a découvert d'une manière beaucoup plus directe après la guerre d'Irak, qui a en quelque sorte mis en avant les conflits entre diverses communautés, notamment entre sunnites et chiites. Mais le Liban
reste quand même le pays du communautarisme par excellence. Et vous parlez d'une profonde tristesse vous utilisez d'ailleurs cette expression qui survole tout votre livre, précisément de ce monde divers qui a disparu, de ce monde qui cherche l'homogénéité, qui ne sait pas vivre avec la différence. Je pense que cette région, ma région natale, avait toutes les chances, tous les atouts pour être un lieu de développement, un pôle de développement pour le monde entier. Je pense qu'elle a les ressources humaines, elle a les ressources matérielles, elle a la profondeur historique. Et le fait que cette région n'ait pas pu jouer ce rôle, c'est effectivement une cause de tristesse profonde pour moi et pour tous ceux qui aiment cette région, certainement. Et vous pensez que c'est arrivé en France, votre patrie d'adoption, ce communautarisme, cette difficulté pour accepter la différence? C'est vrai qu'en France, on parle aujourd'hui de communautarisme. Ce n'est pas le même phénomène. Ce qui arrive en France, et qui est inquiétant, c'est qu'on constate souvent dans des écoles, par exemple, que les élèves se regroupent en fonction de leurs origines, qu'il y a des clans qui se forment, les musulmans, les Africains, les Juifs, les gens se regroupent en fonction, ce qui n'arrivait pas. Dans les écoles de la République, il y a un certain nombre d'années, c'était impensable. Et c'est vrai que c'est un phénomène que l'on constate. Et c'est inquiétant, mais encore une fois, ce n'est pas le type de communautarisme dont on a l'expérience au Liban, en Irak ou en Syrie. Et on a perdu tout l'espoir pour les vents, parce qu'il y a un moment où on a vécu le printemps arabe, et tout à coup on se demandait, est-ce que ces pays vont devenir des démocraties, est-ce que le peuple du Levant pour finalement vont pouvoir être représentés démocratiquement. Et presque 10 ans après, sauf la Tunisie, les choses n'ont pas changé pour bien, ou ça a été un désastre total comme la Syrie. C'est vrai que ce qu'on a appelé le printemps arabe n'a pas tenu ses promesses. Moi, j'observais avec beaucoup d'enthousiasme. Honnêtement, moi, je ne perds pas espoir par rapport à cela. Je pense que ces événements ont montré que les aspirations profondes des peuples sont à la liberté, à la démocratie, à la dignité. Ces aspirations sont réelles. Je pense que les aspirations qu'on peut avoir à Alger, à Santiago, à Paris, à Madrid et partout, sont les mêmes. Ce à quoi les gens aspirent profondément n'est pas différent d'un pays à l'autre aujourd'hui. Les gens veulent vivre dans la dignité, ils veulent que leurs enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions, ils veulent être respectés par leurs gouvernants. Et je pense que cette aspiration finira par prévaloir. Ce sera long, ce sera difficile, il y a des gouvernants, il y a qui sont extrêmement bien implantés, qui sont prêts à utiliser tous les moyens pour rester au pouvoir, mais je pense qu'à terme, la logique de l'histoire voudrait que tous ces pays se libèrent des carcans qui les emprisonnent et réalisent leurs aspirations à la liberté, à la prospérité, à la dignité. Et aujourd'hui, on a eu
nouvelle horrible, c'est la mort de 39 personnes dans un camion au Royaume-Uni qui voyageaient dans un trailer et qu'on ne sait pas dans quelles circonstances ils sont morts, mais c'est sûrement des émigrants. Et vous venez d'une famille qui a changé de pays, vous-même, vous appartenez à plusieurs cultures, plusieurs pays. Vos livres sont sur plusieurs cultures, sur plusieurs pays. Et qu'est-ce que vous pensez de cette Europe qui ferme ses portes, qui ne comprend pas, qui... J'ai vu juste avant de venir cette histoire qui est horrible des migrants qu'on a retrouvés morts dans un truck. Près de Londres. Je regardais la BBC, ils ne savaient pas encore d'où ça venait. Certains disaient qu'ils venaient de Bulgarie, d'autres de Belgique. Mais enfin, c'est une affaire réellement tragique. Comme vous le dites, c'est vrai que je ne peux pas être indifférent à ce qui arrive pour les migrants, étant moi-même un migrant. Je dois dire que de mon temps, du temps où moi-même j'ai émigré, les choses étaient beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui. Bien sûr, quand on quitte un pays, il y a toujours des difficultés auxquelles on doit faire face, mais c'est incomparablement plus compliqué aujourd'hui. C'est une tragédie d'abord pour les pays eux-mêmes. Les gens ne partent pas d'un pays s'il n'y a pas de raison grave pour les faire partir. Ça veut dire qu'il y a des pays où la vie devient impossible, où l'avenir est complètement bouché. Et ceux qui partent sont très souvent les éléments les plus dynamiques d'une société. On les voit arriver en guenilles, on se dit « Ah, c'est les miséreux du monde ». Ce n'est pas vrai. Les gens les plus miséreux restent. Ceux qui ont le courage de partir sur les routes, de prendre des risques, souvent des risques mortels, comme vous venez de le souligner, sont les éléments qui, en temps normal, dans une société normale, peuvent être des éléments dynamiques de cette société. Donc c'est déjà une tragédie pour le pays de départ. Pour les pays d'accueil, c'est parfois un problème. Cela dépend des périodes. Il y a des périodes où les choses se passent normalement. Il y a des périodes où il y a une situation d'urgence avec un afflux plus grand. Je pense qu'il faut savoir gérer ces questions. Il ne faut pas les laisser devenir des instruments politiques. Il faut savoir les gérer et je pense qu'on peut les gérer. Je pense qu'il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de la subtilité dans ce genre de choses, mais bon. Et je ne sais pas si mes amis de Alianza Editorial vont me corriger, mais je crois que votre livre le plus connu en Espagne, c'est Les croisades vues par les Arabes. Et je voudrais vous demander si vous croyez que comme société, ça nous manque d'essayer de regarder les choses de l'autre côté. Ça a toujours été mon attitude de vouloir regarder les événements du monde de plusieurs points de vue. Ça vient aussi de mon enfance. Il y a beaucoup de choses dont on parle ce soir et qui viennent de mon enfance. Mon père dirigeait un journal à Beyrouth et la tradition entre les directeurs de journaux, c'est qu'ils s'envoyaient, chacun envoyait son journal aux collègues. Donc mon père recevait tous les journaux et il envoyait son journal à tous les collègues également. Et donc au réveil, on avait une douzaine de journaux entre les mains et je me souviens, une fois, j'avais demandé à mon père, j'avais vu une information, mais qui était présentée d'une manière complètement différente dans deux journaux. Je lui ai dit, mais qui dit la vérité et qui ment ici? Il m'a dit, il ne faut pas s'attendre à avoir la vérité d'un journal. Ce qu'il faut faire, c'est lire tous les journaux. Et là, on a une certaine approche de la vérité. Et je pense que c'est très vrai. Si on cherche la vérité d'une source, on est sûr de se tromper à un moment donné. La seule attitude possible, c'est d'avoir des points de vue différents. Et là, on peut un peu mieux cerner la vérité.
Et mon premier livre était un peu inspiré de cette attitude. Ce livre s'intitule « Les croisades vues par les Arabes ». Ce n'est pas la vraie histoire des croisades. Il n'y a pas une vraie histoire des croisades. Je pense que c'est important que l'on voit des événements de plusieurs points de vue. Et c'est la seule manière de relativiser et d'approcher la vérité. Les croisades, c'est un événement emblématique dans les relations entre l'Occident et le monde arabo-musulman. Et ce n'est pas par hasard que j'ai voulu commencer par là. Je pense que c'est un événement fondateur de la... Je ne dirais pas du malentendu, mais de la difficulté de communiquer entre ces deux mondes. Et j'ai senti que mon premier devoir était d'affronter cette question, parce que c'est à partir de là que les choses ont commencé. C'est curieux que vous avez raconté cette histoire parce que dans ce livre, vous parlez de George Orwell et dans Hommage à la fin de Hommage à Catalogne, Orwell dit, d'accord, vous avez lu cette histoire, mais non, ne la croyez pas. Cherchez d'autres sources. Moi, j'ai vécu aussi cette histoire, je ne suis pas objectif, cherchez d'autres choses, d'autres sources, cherchez d'autres façons de voir. Vous pensez que c'est pour ça que Orwell continue à nous dire toujours quelque chose? Parce que vous en parlez beaucoup dans ce livre. Moi, j'aime beaucoup Orwell. Comme je le dis à un moment donné, 1984 n'est pas mon livre préféré. J'aime beaucoup son livre Hommage à la Catalogne. J'aime beaucoup aussi ce que pour moi est son chef-d'œuvre, qui est Animal Farm. Je trouve que c'est un ouvrage extraordinaire. 1984 est intéressant par son thème. Et c'est ça qui... Mais en tant que roman, la valeur romanesque du livre, je suis un peu plus réservé. Mais la force, c'est le thème. Et ce thème, il est resté. Ce thème est resté. Je pense que la frayeur qu'exprime Orwell dans ce livre, elle est avec nous aujourd'hui. Je pense que le monde de Big Brother qui nous surveille par des quantités d'écrans un peu partout, il est là. Sauf que dans l'esprit d'Orwell, ça devait être imposé au monde par une sorte de dictature totalitaire de type stalinien. Et en fait, ce n'est pas une dictature qu'il a imposée, c'est nous qui l'acceptons de notre plein gré. Nous l'appelons même. Nous sommes contents de trouver dans nos rues des caméras qui filment et qui... c'est une réalité. Nous avons intégré notre besoin de nous protéger. Nous allons à l'aéroport, on nous parle, on nous demande d'enlever nos chaussures, d'enlever nos ceintures, et jamais on ne proteste parce qu'on a tellement intégré tout cela, ça fait partie de notre vie, nous l'acceptons, mais ça reste inquiétant quand même. On va finir bientôt. Je voudrais aussi vous demander, le premier livre de vous que j'ai lu, c'est Samarcande, comme j'ai dit, parce que c'est un très bon un type qui travaillait dans une librairie qui s'appelait Antonio Machado, qui l'a recommandé. Et vous croyez que Omar Khayyam continue à être un héros? En réalité, c'est un héros de la tolérance, c'est un héros de la curiosité, c'est un héros de l'art. Il continue à nous dire, je ne sais pas combien de siècles après, des choses. Pour moi, oui. C'est-à-dire, pour moi, ça reste une référence. Est-ce que c'est une référence que les gens évoquent spontanément? Non, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il est un peu oublié. Il est un peu oublié en Orient. Parce qu'en réalité, il a été redécouvert beaucoup plus en Occident. Khayyam était complètement oublié. On ne le considérait pas comme un grand poète iranien comparé aux autres poètes de la littérature persane. Il a été découvert au XIXe siècle par un Anglais, Fitzgerald, qui a traduit, entre guillemets, parce qu'en fait il n'a pas traduit, il a écrit
il a écrit des rubaïyat qui n'avaient rien à voir quasiment avec ce qu'avait écrit Khayyam, mais il a servi à le faire connaître. Et c'est parce que Fitzgerald a découvert Khayyam qu'en Occident, il y a eu un moment d'engouement pour Khayyam. On a trouvé des gens qu'on prénommait Omar aux États-Unis. On a même eu un président panaméen qui s'appelait Omar Torrijos. Il y a eu le prénom Omar est devenu important en Occident. Et cette découverte de Khayyam est revenue en Orient. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas une figure emblématique pour un grand nombre de personnes, mais pour moi, ça reste une figure emblématique. Omar Torrijos, qui est enterré à Madrid. Ah oui. Mais je connais beaucoup d'Omar américains. Il y avait un général très connu qui s'appelait Omar Bradley, qui a joué un rôle très important pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Omar Bradley, enfin, tous ceux de sa génération ont été appelés Omar parce qu'il y a eu un engouement pour Omar Khayyam à cette époque-là, à l'époque où ils sont nés. Bradley est né dans les années 1890 ou quelque chose comme ça. À l'époque, c'était vraiment le haut de la vague suscitée par Fitzgerald. Et revenons sur la nostalgie, vous pensez que Omar Khayyam est oublié en Orient, au moins lui en Orient, précisément parce qu'il symbolise un monde de tolérance qui n'est plus là? Je ne sais pas. Je crois que les aspirations exprimées par lui restent présentes dans les sociétés, même si lui-même n'est pas aussi vénéré aujourd'hui que j'aurais souhaité, mais les aspirations exprimées par Khayyam sont toujours présentes dans les sociétés où lui-même a vécu. Un monde où on glorifie la vie et un monde où on glorifie l'amour et un peu le vin. C'est un monde qui ne peut pas disparaître complètement. Au Liban, il est toujours présent. Je dirais que son nom est présent. Non, le monde hédoniste, où malgré les guerres, malgré les désastres... Oui, je pense que le Liban a su, même dans les périodes les plus difficiles, conserver une certaine joie de vivre, un certain attachement à la vie. Et Dieu sait si les conditions étaient difficiles, Dieu sait si les gens ont souffert et continuent à souffrir, mais même à travers la souffrance, à travers les épreuves, les gens ont conservé leur attachement à la vie et à l'espoir d'une vie meilleure. Et je voudrais finir l'interview vraiment rappeler que M. Malouf a signé des livres juste quand on va finir. C'est pas une question très pertinente pour un livre qui s'intitule « Naufrage des civilisations », mais je voudrais vous demander où pensez-vous qu'on peut trouver l'espoir? D'accord, c'est-à-dire le monde est... Il y a pour moi une raison très importante d'espérer. C'est la suivante. Autrefois, dans des périodes passées, il y avait évidemment toutes sortes de problèmes. Et quand il y avait des problèmes, on ne savait pas les résoudre. Parce qu'on n'avait pas le savoir nécessaire, la science nécessaire, on n'avait pas les moyens de résoudre. Notre époque a l'avantage de pouvoir, ne serait-ce qu'en théorie, résoudre tous les problèmes. Nous avons les moyens aujourd'hui, avec les progrès de notre science, avec les progrès économiques réalisés dans le monde, nous avons les moyens de résoudre tous les problèmes, de résoudre les problèmes de la pauvreté, de combattre toutes les
les injustices, les aliénations, tout cela est possible aujourd'hui. Le seul vrai problème, ce n'est pas un mince problème, mais le seul vrai problème, c'est dans les mentalités. Le jour où nous réussirons à modifier nos attitudes dans nos têtes, les problèmes peuvent se résoudre d'eux-mêmes parce que nous avons les moyens de tout résoudre. Et c'est ça, pour moi, la principale raison de demeurer malgré tout optimiste. Eh bien, merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous écouter. Merci.